Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Devoir de tout dire et du droit de savoir avec Virginie Dornier. C'est l'épisode 14 ce soir, sachant que nous allons revenir sur le dossier mensonges et trahison, avec notamment le LEM et le CODEM que nous allons aborder, l'Académie des sciences également. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne. Des ouvrages derniers mois qui vont nous accompagner, à savoir La France invisible de Stéphane Beau, Joseph Confavreux et Jade Lingard, Franc-maçonnerie politique de Serge Abad-Gaillardeau avec la conversion d'un franc-maçon, l'emprise de Mark Edenveld et bien sûr Claire Sévrac, la guerre secrète contre les peuples. À ma droite, la mafia d'État de Vincent Jauvert avec les voraces et la pelote de laine de Mathieu Biasotto et les intouchables d'État de Vincent Jauvert avec Bertrand Scholler, Fiat Veritas, Pereat Mundus. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Virginie, ni même avec son mari Jean-Pierre. Je suis apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire et je rappelle que je n'appartiens à aucun réseau. Donc ni franc-maçon, Rotary Club, Lions Club, Table 700, mon cul sur la commode ou quelques réseaux hermétiques. Je n'appartiens à rien et ne souhaite adhérer à rien. Et donc je rappelle bien sûr que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Donc à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas. Merci d'être présente pour cet épisode 14. Donc, nous avançons progressivement dans ces fameux dossiers de 2500 pages, je le rappelle. Avant de te laisser la parole, je rappelle à nos auditeurs déjà de les remercier pour leur fidélité concernant cette série, car ce n'est pas toujours digeste à comprendre, ce n'est pas toujours facile à comprendre, c'est assez technique. Mais au-delà du travail abyssal que vous avez réalisé, toi et Jean-Pierre, je remercie les auditeurs déjà de prendre intérêt à ces dossiers, même si c'est parfois avec 5 ans de retard, mais mieux vaut tard que jamais, parce que l'actualité de 2026 s'inscrit indirectement et directement dans tous ces dossiers. C'est un cycle. Et donc, je rappelle à nouveau que tu es joignable par mail avec également les dossiers qui sont en accès libre et gratuit. Donc libre et gratuit via le Dropbox, via même les PDF que tu peux envoyer par mail. Donc n'hésitez pas. Et le but, ce n'est pas simplement de faire des constats, c'est aussi d'apporter des solutions à cela et de comprendre que pour apporter des solutions, il faut déjà comprendre ce qui se passe. Et donc, je te remercie encore une fois, dans le cadre de cet épisode, du travail fourni, de l'investissement que vous avez mis en œuvre. Et je suis ravi de pouvoir contribuer à cet éveil des consciences en ta compagnie. Donc, on n'a pas encore fini cette série à l'heure où nous parlons parce qu'il y a encore beaucoup de choses à traiter. Mais déjà, on a fait une bonne partie, ne serait-ce que sur le Covid. Et donc là, ce soir, on va aborder la suite et fin, théoriquement, de ce document, en tout cas de ce dossier donc, qui fait 244 pages, qui est le dossier 3, donc dans le Dropbox, mensonges et trahison. Donc, on a évoqué l'Académie des sciences, le buste de Marianne, le timbre, la franc-maçonnerie, les symboles et valeurs de la République. Donc là, on va revenir sur le LEM, le CODEM Co. Je te laisse la parole. Eh bien, je te remercie Nicolas. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Concernant les mails, j'en reçois et je remercie les personnes qui portent un intérêt à nos dossiers. Je réponds le plus rapidement possible. Si toutefois il y a des couacs, il ne faut pas que les personnes hésitent à me relancer. Je vais apporter une information complémentaire concernant le format des dossiers.
Si on a opté avec Jean-Pierre pour le format Dropbox, c'est que le poids des dossiers PDF est énorme. Et techniquement, envoyer l'intégralité des dossiers sous format PDF par personne, c'est en moyenne une douzaine de mails pour l'intégralité de nos dossiers. Donc, ça me demande plus de temps parce que je n'ai pas nécessairement accès à mon PC et il se peut que j'oublie. Donc, si jamais j'oublie d'envoyer les PDF que je ne privilégie pas, franchement, c'est véritablement si la personne ne peut pas télécharger les Voilà, Dropbox. pour faire au plus économique ou écologique, il y a le Dropbox, alors je remets à chaque commentaire épinglé en général. Techniquement, c'est beaucoup plus contraignant pour moi de devoir aller chercher les éléments PDF plutôt que le Dropbox. Mais c'est pas impossible, c'est véritablement en dernier recours. C'est pas ce que je préfère parce que une douzaine de mails pour l'ensemble des dossiers, il y a des pertes. Alors que là, vous avez tout. Ça, c'est une première chose. Et merci vraiment pour les retours. C'est fort en émotion pour Jean-Pierre et pour moi. Donc, c'est important de le souligner. Merci à vous. Ensuite, on est effectivement sur le dossier qui traite d'une partie de la symbolique franc-maçonne, mais on verra par la suite. Et je voudrais revenir sur ce qui concernait l'Institut de France, donc les académies, s'il te plaît, puisque ces dossiers-là sont datés de 2021 et que nous sommes en 2026. Alors, ne bouge pas. Dans le dossier, donc dans les épisodes précédents, Mère Castor vous a raconté l'histoire de... Membre vous a raconté l'histoire de... Mère Castor, dans l'épisode précédent de X-Files. Donc là, si vous voulez, ce document-là date de 2025, donc quasiment 5 ans après nos dossiers. Et on est en tête de l'Académie des sciences de Paris. Ce document, qui est très court, est un rapport qui a été rédigé par un médecin militaire. Donc, nous sommes à 4 ans et demi, 5 ans de la rédaction de nos dossiers. Dans ce dossier-là, il est question du double usage militaire, ce que nous avons démontré dans la sommation à faire. Alors qu'on s'entende bien, dans ce dossier, ce rapport de quelques pages, les professionnels, donc Patrice Binder, donc ce médecin général inspecteur du service de la santé des armées, il n'a pas attendu après nos dossiers, qu'on s'entende bien, pour travailler sur tout ce qui était armes à double usage, que ce soit les services ou les biens à double usage. Ce qui est intéressant, c'est que nous, dans nos bureaux et en 2022, après les dossiers qu'on est en train de présenter, on avait démontré la militarisation et la préméditation en lien avec la pandémie Covid, SARS-CoV-2. Dans ce dossier, rédigé par un médecin général des armées, on a notamment à la page indiquée 289, donc ça doit être la 3e page de ce document. Oui. Alors, attends, je retrouve le... Si tu peux l'ouvrir. Alors, attends, ouais. On va juste faire un... 289, ouais. Voilà. Donc, il est question du SARS-CoV-2. Il y a des informations... La prolifération, alors c'est paragraphe à gauche, paragraphe du milieu, la prolifération d'armements biologiques mettant en jeu des agents pathogènes et des toxines a été le principal souci des pouvoirs publics de nombreux pays qui se sont accordés en 1972 pour proposer à la signature des États une convention internationale, je cite, sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction, plus simplement désignée sous le nom de Convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines. Première convention du genre, elle visait à compléter le protocole de Genève de 1925 prohibant l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. C'est marrant parce que dans vos dossiers, vous en parlez. Mais oui, on parle de ça, on parle du CIABT. ABT, oui.
Donc le CIABT, pour vous resituer dans le contexte, puisque ça fait partie des premiers épisodes de la saga, c'est le tome 2 de la sommation à faire. D'accord. Le CIABT, donc c'est une structure internationale et il y avait les renforcements de confiance. Les renforcements de confiance, c'était, grosso modo des enquêtes internationales dans des territoires, dans des pays spécifiques. Donc ça pouvait être la France, ça pouvait être l'Argentine, ça pouvait être l'Ukraine. Je vous ramène au tome 2 de la sommation à faire. Et en 2014, le président Bush, c'est dans les dossiers, a demandé l'arrêt de ces renforcements de confiance. Les renforcements de confiance visaient à vérifier, par le biais d'experts, de la conformité de ce qui était dans les laboratoires en termes de bioarmes. Le dernier renforcement de confiance qui a eu lieu était en 2013 en Ukraine. En 2014, nous avons dans le dossier jaune qu'on va reprendre après, tu gardes ça s'il te plaît à l'écran, nous avons montré que les timbres Marianne étaient des pactes de sang où le graphisme était codé et donnait le programme caché de chaque législature. Et que le timbre Marianne sous François Hollande, donc 2014, était en lien avec l'Ukraine, où à chaque fois qu'on affranchissait notre courrier, en fonction du dessin du timbre, soit on validait les biolabs, soit on validait le trafic humain, soit on validait le trafic de data. C'est pour vous resituer dans le contexte. Dans ce document-là, à l'écran, ce qu'il y a également en tout petit 1, le paragraphe annexe, là, l'astérix, c'est la référence du règlement UE 2021/181 du Parlement, etc., etc. Dans le tome 1 et le tome 2 de la sommation à faire, c'est le cœur de notre dossier sommation à faire qu'on avait débuté à partir du rapport provisoire de l'OPESC sur les effets indésirables. Donc, lorsqu'en 2026, en France, on va rester franco-français, on va pouvoir revenir au 3e tome, lorsqu'en France, on continue, on maintient de part et d'autre de la médaille à évoquer le SARS-CoV-2 comme étant purement une erreur pharmaceutique ou médicale, alors que c'est clairement, officiellement militarisé et prémédité, il y a un réel problème d'honnêteté vis-à-vis des personnes qui écoutent ces discours-là, que ce soit du côté officiel étatique, mais du côté opposé à l'officiel. Je résume. Quand des associations de victimes maintiennent encore par ignorance ou par allégeance à des professionnels de santé dits de l'opposition que c'est encore l'industrie pharmaceutique alors qu'il s'agit du complexe du complexe militaire, c'est problématique. On avance. Ce que tu veux dire par là, c'est que, pour parler autrement, tous ceux qui, dans la dissidence, voient l'affaire que sous la lorgnette du sanitaire ou du civil, sans prendre en compte surtout le côté militaire qui est omniprésent, pour toi, ce n'est plus de l'ignorance en 2026, c'est du déni ou de la complicité? Absolument. Voilà, Et pour faire j'assume simple, mes c'est ça. propos. J'assume D'accord. mes propos. Ça reste bien sûr tes propos, voilà. Mais ça reste mes propos puisque on démontre que nos travaux sont indirectement ou directement repris par les militaires, en Alors partie. si je peux me permettre Virginie, Je par t'en souci de prie. transparence pour les auditeurs, nous enregistrons cet épisode 14 le 12 mars 2026. Oui, Donc à l'heure où nous parlons, lundi prochain, je réaliserai ma 500e émission, lundi 16 mars 2026. Je la réaliserai avec Prune Arnoux, la fille de Claire Sévrac, ce qui est un
sacré symbole pour moi, pour la chaîne et pour, j'allais dire la philosophie de travail qui est la mienne, et pour les hommages que j'ai pu y faire d'ailleurs depuis 500 émissions et surtout, un jour que j'ai choisi tout particulièrement parce que ça fera 6 ans jour pour jour, que, le chef de l'État ou plutôt le chef des armées Emmanuel Macron a déclaré la guerre, non pas à un virus comme la version officielle le prétend, mais a déclaré la guerre au peuple français et donc, 6 ans après, eh bien, il n'est plus concevable, en reprenant tes propos, que tu assumes, il n'est plus concevable d'entendre dire que, c'est par le côté sanitaire et civil qu'on va se sortir du merdier parce qu'en réalité c'est un plan de guerre. C'est militaire, le covid étant une arme biologique et à l'heure où nous parlons, ces derniers temps, je vois de plus en plus de comment dire? De personnalités du monde, même scientifique aux États-Unis ou ailleurs, qui évoquent l'arme biologique. Alors que vous, ça fait plus de 5 ans que vous le dites. Sauf que personne ne vous a écouté. Soit personne ne vous a écouté par ignorance, par déni, par marginalisation, mais certains aussi qui ont agi de cette manière-là, en ont profité pour pomper vos dossiers, pour reprendre ce qui les intéressait, pour se les attribuer eux-mêmes, ce qu'on appelle une imposture et ces mêmes personnes veulent changer le pays, veulent changer de système, mais en ayant déjà, eh bien, un passif de plagiaire, d'imposture et voilà, c'est même du délit parce que c'est du plagiat, de propriété intellectuelle et vous avez les preuves. C'est ça surtout qu'il faut que ces gens-là comprennent, que d'ailleurs beaucoup de gens connaissent, hein. Ce sont parfois des gens très connus, que j'ai même pu recevoir en émission d'ailleurs, hein, mais qui par la suite vont bien comprendre que tout est factuel, tout est prouvé et que quand ça se saura, parce que ça finira par se savoir, sauf que c'est pas à moi de le dire, c'est, aussi à ces gens-là de faire preuve d'honnêteté intellectuelle s'ils en sont capables, ça s'appelle du courage aussi, mais à ce moment-là, de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire à vous. Alors je ne dis pas que vous êtes au centre de l'univers, ce n'est pas ce que j'ai laissé entendre pour les auditeurs, mais simplement moi, en tant que journaliste indépendant, mais aussi en tant que citoyen, et ayant été spectateur avant de faire les émissions de tout ce qui se passe, je ne peux pas cautionner par des questions d'intégrité et d'éthique que des gens se fassent voler leur travail et que cela serve pour des bénéfices, aussi bien pécuniaires que, individuels pour, d'autres personnalités qui, en réalité, n'ont rien inventé, même pas l'eau chaude, mais qui, s'attribuent des dossiers et des découvertes qui ne sont pas les leurs. C'est quelque chose que je ne peux pas cautionner parce que moi-même, je ne serais pas capable de faire ça et je ne l'accepterai pas de personnes qui me voleraient mon propre travail. Heu, Quand on est reconnaissant, quand on sait faire des clins d'œil, moi je passe beaucoup de temps à remercier les uns et les autres. D'ailleurs, ça m'a même été reproché, c'est pour dire le degré d'éducation de certains, mais en général, j'ai toujours eu la reconnaissance des gens, avec qui j'avais travaillé ou par exemple, quand je cite un ouvrage de tel ou tel auteur, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que, c'est une question d'éthique, d'honnêteté et ça fait partie des principes. Alors je sais que les gens n'ont plus de principes aujourd'hui et que tout va à volo, mais on a encore quelques irréductibles à avoir des principes, à être un peu à l'ancienne. Et moi, je fonctionnerai comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Néanmoins, voilà, c'était juste pour faire une parenthèse, c'est que les personnalités qui n'ont pas voulu voir le réel, alors que c'était sous leurs yeux, que ça avait été envoyé même gratuitement, qui n'ont pas eu un centime à débourser, mais qui aujourd'hui reviennent comme des résistants de 1948 en se disant: «Bah oui, mais j'étais là il y a 10 ans», alors que c'est totalement faux, qu'ils sachent qu'on le sait et qu'un jour, ça se saura. Mais ils auront intérêt à se protéger parce que les avocats ne pourront pas faire grand-chose pour eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te laisse rebondir. C'est tout. Bah, écoute, rebondir là-dessus, je, je souhaiterais que les personnes qui regardent les émissions prennent, la mesure du décalage entre, ce que nous avons dénoncé à travers nos dossiers et bon, effectivement, le temps qui s'est écoulé, mais les conséquences. Parce que lorsqu'il s'agit de dénoncer et de démontrer, la militarisation et la préméditation du SARS-CoV-2, par exemple, on ne parle pas, on ne parle pas que de plagiat en fonction des sujets qui nous ont été, pompés. On parle de déformation du sujet.
C'est-à-dire, et on reviendra le moment opportun, ne serait-ce que sur l'exercice illégal de notre métier, mais ça sera après, justement, à partir de maintenant, on va pouvoir aborder ça plus en détail. Mais oui, ce qui est dramatique, c'est que on saura pourquoi les seuls professionnels qui auraient dû sauter sur l'occasion d'avoir d'anciens professionnels des laboratoires pharmaceutiques reconnus en plus, je suis redondante, mais c'est comme ça, c'est le jeu LUSAT, hein, reconnus lanceurs d'alerte. En France, puisqu'on a travaillé que sur l'Hexagone, comment se fait-il que, enfin, je vais reprendre, interrogez-vous sur le fait qu'aucun professionnel de santé ne se soit emparé de l'opportunité d'avoir des lanceurs d'alerte de l'industrie pharmaceutique pour travailler ensemble. Alors que nous, on a cherché que ça. Et techniquement, le seul médecin qui nous a accueillis favorablement, c'est Stéphane Gaillet, à qui je rends hommage. Sur le panel des professionnels de santé, qu'ils soient individuels ou en collectif ou en association, je ne citerai pas les noms, ils ont nos dossiers. Demandez-vous pourquoi ils ne nous ont pas offert l'opportunité de collaborer ensemble. Ça, c'est une première chose. Ce que j'aimerais surtout, et puis ensuite on passera directement au dossier, c'est que ce que j'aimerais surtout, c'est qu'au bout de ce 14e épisode, que carte sur table soit fait. Nous sommes en 2026, il nous reste peu de temps en écoutant ce que tu me dis depuis maintenant des semaines, voire des mois, parce qu'en fait, il y a 2 échéances. Pour toi, c'est 2028. Pour moi, c'est aussi et surtout 2030 avec l'agenda 2030, mais de toute manière, il nous reste une échéance assez courte. Donc on n'est pas là pour faire des jugements de valeur, de la rancœur et cetera. On met nos égos de côté, moi le premier. Contrairement à ce que certains prétendent, si j'étais vraiment orgueilleux et cetera, j'enverrais tout le monde aller se faire foutre bien profond et j'irais, vivre aux Bahamas et je me ferais pas chier à faire ce que je fais, honnêtement, parce que c'est plutôt un sacerdoce et une vie de moine soldat qu'une vie de boomer, et de, jet-setter, hein. C'est pas forcément la vie de rêve, hein, de vivre ça en 2026. Néanmoins, je pense que l'heure est à la vérité et les gens ont soif de vérité. Le public a le droit de savoir que dans ce qu'on appelle la dissidence, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses comme ça. On n'est pas dans le pays des bisounours. Le système, on le critique, mais on reproduit exactement les mêmes travers que le système. Donc, il faut savoir justement mettre carte sur table. Le but n'est pas de citer des noms. À quoi bon? Jeter en pâture des gens publics, c'est pas ma tasse de thé, ça ne sera jamais et je ne fonctionne pas comme le système. On n'est pas là pour faire des règlements de compte comme des combats de boxe. Simplement, les gens qui regarderont cet épisode se reconnaîtront peut-être et je les invite, eh bien, à écrire à Virginie, voilà, pour déjà discuter. Non. Alors, Tu veux pas? je t'interromps. Vas-y. Pourquoi je te dis non? Et simplement parce qu'on en est à la 14e émission. Ça veut dire que des mails de demande de dossier ou de remerciements ou des témoignages très émouvants de personnes qui ont perdu des proches, des personnes qui ont été suspendues, on en a reçu avec Jean-Pierre un certain nombre. Au bout du 14e enregistrement, il faut comprendre de là où vous êtes dans votre salon ou ailleurs, qu'aucun de ceux à qui nous avons envoyé nos dossiers, que ce soit ceux que tu évoques et que j'évoque sans les citer, aucun ne nous a contactés. Aucun. Donc, si à la 14e émission, personne parmi les gens qui avaient du poids au niveau du message à transmettre ne nous a pas contactés ou recontactés, il n'est pas question de leur demander de nous contacter. Déjà, ils vont se faire recevoir, premièrement, et on n'en est plus là. Donc, il vaut mieux pour ces individus-là qui ne cherchent pas à nous contacter. Pour nous dire quoi?
Pour nous dire quoi, Nicolas? C'est pas à nous qu'il faut, c'est pas à Jean-Pierre ou moi qu'il faut, vers nous qu'il faut revenir. Quand tu parles d'honnêteté et de transparence, je me mords les joues tellement je suis colère. Je suis une Oui. fausse calme. Je suis colère et je reste digne et Tu es colère, mais sans t'appeler Alexis, si je puis me dire. exact, oui, Pardon. à 95 cacao. Mais pour revenir sérieusement, je reste digne vis-à-vis des personnes qui regarderont l'émission. Il n'en demeure pas moins que ces personnes-là, ces individus-là, savent pertinemment à quoi ce qu'ils encourent par la suite. Quand une personne oublie qu'elle nous a contactés, me demande en contact, mais oublie qu'elle m'a savonné la planche, mais sincèrement, parce on a colporté des bruits salaces sur nous, de mauvaise réputation, etc. Si la personne est en mesure de faire des excuses publiques, je prends. Si elle n'est pas en mesure de s'expliquer publiquement, je prends pas. Je m'en fous des excuses en catimini, c'est pas sérieux. Donc là, on va revenir au dossier. Oui, oui, bien sûr. OK. On a Alors, fait une grosse après, parenthèse, mais qui était importante. Donc oui, là, parce que voilà, le nous en lemme sommes Codem à la Eco. 14e émission et qu'il y a anguille sous roche. Et pour en venir à 2028, c'est l'année de la boucherie. 2030, c'est une fois que tout est rasé. Voilà. Donc, on va arriver à un domaine qui fut le mien, les industries du médicament. Donc lemme Codem Co. Donc là, le lemme, c'est les entreprises du médicament, association et non pas syndicat. Donc structure Alors, incontournable. aujourd'hui, on est en 2026, il y a énormément de mouvements en interne au niveau des industries du médicament. Donc, il se peut que désormais, ce soit un syndicat. D'accord? Il faut réactualiser, là, on est en 2021. Donc, le LEM, si vous voulez, c'est les industries du médicament. Les industries du médicament, c'est l'incontournable quand on travaille dans l'industrie pharmaceutique. C'est associations, syndicats qui regroupaient les petits et les moyens labos français et pas seulement donc les franchises étrangères de l'industrie du médicament. En 2021, quand j'ai cherché à les contacter, j'ai pas pu aller au-delà de la première prise de contact puisque je me suis rendu compte que le CODEM, on va pouvoir défiler les pages, le CODEM, qui est l'organisme de déontovigilance des industries du médicament, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. On va mettre ça comme ça et je vais vous expliquer l'histoire. Donc, septembre 2021, quand on s'est rendu compte que les enseignants exerçaient un métier qui est réglementé par le Code de santé publique, on a cherché à contacter ce qui était l'association ou le syndicat en référence de l'industrie du médicament. Lorsqu'il y a eu le scandale du Mediator, mis en public par Irène Frachon, la pneumologue de Brest, il n'existait pas la loi Sapin 2. La loi Sapin 2 est sortie du chapeau parce qu'il y avait justement eu le scandale du Mediator. Le scandale du Mediator, depuis les années 70, il y a des personnes en interne industrie du médicament qui dénonçaient déjà les problèmes liés à ce médicament-là. Donc, pour résumer, la loi Sapin 2, dite de première loi de protection des lanceurs d'alerte, a été mise en place non seulement pour donner un statut légal aux lanceurs d'alerte tout corps d'État, mais aussi, puisque c'est une opération militarisée et préméditée qui a vocation d'éradiquer tout le vivant, d'empêcher aux professionnels de santé, je rabâche, d'empêcher les professionnels de santé de pouvoir obtenir le statut de lanceur d'alerte jusqu'en mai 2023, après l'entrée en vigueur de la loi dite de renfort du statut de lanceur d'alerte de 2022, donc la loi Wasserman, mais aussi les avocats et les militaires. Donc, ce CODEM, je vais essayer de faire
simple, c'est un organisme créé en interne au LEM de déontovigilance. Donc, en gros, c'est un gendarme interne aux industries du médicament qui a vu le jour après le scandale du Mediator. Ce CODEM a plusieurs comités. L'un des comités que je ciblais pour pouvoir alerter l'industrie pharmaceutique, on en a déjà discuté, ne serait-ce que dans le devoir de tout dire et le droit de savoir, il y a un comité qui était dirigé par un dirigeant de Pierre Fabre et depuis le 9 septembre 2021 par la CEO Pfizer Compliance France. Le 9 septembre 2021, dans le document qu'on a abordé en introduction, c'est l'entrée en vigueur de la directive européenne qui dresse la liste des services et des biens à double usage militaire. Alors, je vous donne beaucoup d'informations, je vous donne des dates, je vous donne des noms. Ça peut vous sembler touffu, mais tout ça, c'est dans nos dossiers. Voilà. On peut avancer tranquillement les pages si tu veux bien. Si tu as des questions, Non, mais pour on l'instant, va ça va. rester là. Moi, C'est j'aime très bien le terme de gendarme pour la déontologie, etc., parce que c'est plus clair. oui, C'est voilà, bien c'est entendu. c'est c'est comme des cases, des meubles à tiroirs, donc on a besoin de mieux comprendre. Donc là, c'est une petite introduction. Alors, on rappelle, très important ça, think tank, heu, c'est arme de guerre. En plus, ce think tank, c'est, le côté blindage de la pensée, mais arme de pensée. C'est comme des annexes à la franc-maçonnerie, quoi. Donc Tout est là, on a lié, Nicolas. Donc, et le langage militarisé, on l'utilise dans notre quotidien. Je reviens sur la sommation à faire. Lorsqu'on parle d'expérimentation vis-à-vis des produits dits vaccins, on parle de l'une des phases de vie d'une arme, alors qu'elle soit biotechnologique, qu'elle soit biologique. Et dans le côté sociétal, on va te parler d'expérimentation, des classes expérimentales, EVAS. On va te parler pour certaines communes qui sont présélectionnées pour instaurer la Smart City. On va désorienter les gens en expérimentant les modifications de circulation. Le d'accord. terme expérimental est à double usage. Alors, dans la directive européenne, on parle de services et de biens à double usage, SBDU. Là où il y a un manque à combler, c'est la syntaxe ou le langage à double usage militaire. Puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, on utilise dans le milieu médical pharmaceutique, alors médical au sens large, paramède ou médical pur, et l'industrie pharmaceutique, on utilise le même langage que les corps armés et les sociétés d'armement. Le même langage, la même organisation. Et c'est en ça que c'est perfide, c'est-à-dire que toutes les communications faites par les officiels sont des communications militarisées, mais dans le conscient ou l'inconscient collectif, parce que tout l'enrobage est sous blouse blanche, on va dire ça comme ça, dans l'inconscient et dans le conscient collectif, y compris chez les professionnels de santé, y compris chez les militaires, enfin chez tout le monde, c'est présenté de telle sorte qu'on va assimiler ça à du civil, médical et pharmaceutique, alors que c'est purement du militaire. Est-ce que je me suis bien exprimée, Nicolas? Oui, absolument. J'aimerais Bien. qu'on lise j'aimerais qu'on lise l'encadré parce que c'est intéressant. C'est un édito, alors il y a, sur l'année 2020, mais là c'est, «Nous sommes en 2030. Quentin a 18 ans. Il y a 2 ans, on lui a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin. Grâce à l'épigénétique et à l'immunothérapie, il est sauvé.
Pierre a 52 ans, il est diabétique de type 1 depuis l'enfance. Grâce à la thérapie cellulaire, il est guéri. Marie a 79 ans, elle souffre d'insuffisance cardiaque depuis peu, l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Grâce à un système de pompe cardiaque composé d'une membrane ondulante qui reproduit les pulsations du cœur, elle est guérie. Safia a 37 ans, la progression de sa sclérose en plaques est stoppée net grâce à une combinaison d'anticorps monoclonaux. Nous sommes en 2030, cette promesse n'est pas que médicale, elle est aussi technologique, numérique, avec l'apport des algorithmes d'intelligence artificielle, la télémédecine, le partage des données de santé via le Health Data Hub prévu par la loi Buzyn. Là encore, le champ des possibles a été repoussé. Nous sommes capables de livrer par drone des traitements pour guérir la drépanocytose qui affecte 200 000 nouveau-nés chaque année en Afrique, qui reste la maladie génétique la plus répandue dans le monde, avec 50 millions de personnes touchées. Des lentilles de contact connectées sont capables de détecter le taux de glucose contenu dans les larmes des patients. Un algorithme de vision artificielle permet de dépister le cancer de la peau en analysant plus de 100 000 images annotées comme bénignes ou suspectes. Ces performances surpassent celles de 58 dermatologues. La promesse de Alors, l'innovation, elle se... Nicolas, pardon, excuse-moi, ça c'est un projectif. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, Et, on est déjà en 2030 là. et ce qui est important, c'est pas tant de lire l'édito, mais c'est de connaître le fonctionnement des organisations. Non, mais Pourquoi? ce qui m'intéresse dans cette démarche-là, c'est pas de lire l'édito, c'est de voir déjà le côté prédictif, justement, et le fait que le progressisme serait l'apanage de l'homme moderne et que finalement, tout ce qu'on nous vend d'intelligence artificielle, de transhumanisme, etc., en fait, on a l'impression que c'est Macron qui a écrit l'édito en disant, voyez, tout ce que je vous ai promis à vous, cher peuple de France, ou cher peuple européen plutôt, voilà, c'est ça le monde idéal, c'est que vous ayez plus de soucis parce que l'IA va résoudre tous vos problèmes, alors qu'on sait très bien que c'est faux. Alors, juste un rappel, science de la nature égale science de l'observation. La médecine non militaire, on va dire ça comme ça, c'est une médecine basée sur les preuves. Ça, c'est une première chose. La plupart du temps, on oublie les règles hygiéno-diététiques, donc l'alimentation, le mode de vie, etc. Tout ça, c'est passé à la trappe. Effectivement, cet édito, c'est du prédictif, c'est du projectif. On est déjà dedans, c'est certain. Ce qui est important, c'est allons-nous aller au bout de leur programmation ou pas? Ou allons-nous être suffisamment conscients et avec les outils nécessaires pour pouvoir s'en prémunir et stopper, ou du moins à ralentir pour que ceux qui sont en force pour le faire puissent stopper cette course à, à la déshumanisation. Mais ça va au-delà de l'humain, c'est les animaux, etc. Donc oui, effectivement, il y a ce projectif-là. Pourquoi je te dis qu'il n'est pas utile de le lire? C'est que cet édito-là, il a 5 ans maintenant. Et qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps au niveau du LEM. En janvier 2026, une partie des laboratoires français a quitté le LEM. C'est-à-dire que Sanofi a quitté le LEM, Pierre Fabre a quitté le LEM, la plupart des entêtes ont quitté le LEM en 2026. Donc c'est déjà derrière nous ce qui est dans les dossiers. C'est déjà presque obsolète. Mais rapporté au contexte qui était celui de l'écriture des dossiers et du quotidien des victimes des vaccins directs ou indirects, que ce soit les animaux ou les humains, on va essayer de dérouler un peu je ne veux pas te frustrer, hein, je sais que ça fait longtemps que tu l'avais pas lu ce dossier, mais c'est important d'aller y voir parce que là c'était le président à l'époque, je crois qu'il a été changé, je ne suis pas allée y voir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette structure-là, et notamment le CODEM, donc le gendarme interne. Et maintenant, c'est Thierry Hulot qui est à la présidence du LEM. Il l'était depuis le 5 juillet 2022 et il a été réélu en 2024. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le syndicat du médicament et, a fortiori, le CODEM peut s'auto-saisir. Mais ils auraient dû
et ils auraient pu saisir les gouvernements en place, que ce soit pour les publications, les publicités en lien avec les vaccins. C'est-à-dire que dans l'industrie pharmaceutique, les vaccins, tout ce qui est campagne publicitaire, c'est sous l'autorité des institutionnels. En revanche, aucune campagne publicitaire vaccinale, tous médias confondus, donc radio, télé, etc., ou presse écrite, ne peut déroger à des règles. L'une des règles, c'est de ne pas faire peur. C'est-à-dire que, rapporté à quelques années en arrière, quand vous aviez des spots publicitaires avec 2 croque-morts qui rentraient dans un ascenseur avec une femme enceinte en fin de grossesse et un jeune qui devait être supposément asthmatique, jamais aucun laboratoire n'aurait laissé faire. Jamais le syndicat des entreprises du médicament, et je ne parle pas de Big Pharma, ça, Big Pharma, c'est international États-Unis, nous on est en France, on raisonne franco-français. Je m'en étouffe. Jamais le LEM n'aurait pu laisser passer ces spots publicitaires. Jamais. Les campagnes d'information ont toutes un visa. Donc, si le spot publicitaire avec les croque-morts dans l'ascenseur a pu être mis en place, c'est qu'il y a un problème. Mais il y a un problème chez les institutionnels et un problème dans l'industrie pharmaceutique. Si les profs font le métier des formateurs, donc des médecins formateurs des équipes terrain ou notre métier, et que l'industrie du médicament ne saisit pas le gouvernement, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça qu'en 2021, j'ai approché le LEM. Mais quand je vois que dans le comité, il y a mon ancien employeur et Pfizer qui sont en binôme, là, je n'ai pas pu aller au-delà. J'ai fait autrement. Alors, on va pouvoir passer et tu vas t'arrêter sur quelque chose qui est croustillant. Ah. La page 176, juste après celle-là. Ah. Non, l'autre, oui, celle-là. C'est l'organigramme de l'époque avec. Ouais, mais attends, je regarde quand même, Christian. Anna-Isabelle Martinez. Ça, Qui, ok, bref. qui est mentionné donc dès le devoir de tout dire et le droit de savoir. Oui, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Et je rappelle que son entrée dans le comité avec son homologue Pierre Fabre, mais ils ont quitté, Pierre Fabre a quitté le LEM en janvier. C'était le 9 septembre 2021, le jour d'entrée en application en vigueur de la directive européenne sur les services et les biens à double usage ayant été refondus en assimilant le terme vaccin, en assimilant les cellules vivantes souches du SARS-CoV-2, etc., etc. Donc, ça reprend tous les dossiers qu'on a vus auparavant. La page suivante. Et là, on va faire ch'touk. Là, Tu vois, j'en ai même des aigreurs, pardon. on peut. Alors, pourquoi elle est là, Karine Parce qu'elle est Lafont? payée par Gilead. Mais parce que. N'empêche, je vais t'avouer une chose, c'est que je remercie des gens comme elle et comme d'autres qui sont passés sur les plateaux télé, pour une seule raison, c'est parce que ça m'a incité moi, au travers de mes émissions, à déclarer mes liens d'intérêt et à faire preuve, j'allais dire, de transparence et d'honnêteté intellectuelle. Et ça, c'est important parce qu'il a fallu passer par des situations comme ça. Peut-être que si on n'avait pas vécu ça, j'aurais pas agi comme tel. Donc c'est important aussi de voir le bon côté des choses, au-delà de tout ce qui a pu Alors, se passer. c'est important ce que tu viens de dire et je te remercie, Nicolas, parce qu'on a tendance à simplifier avec les conflits d'intérêts. C'est facile, les conflits d'intérêts, il suffit de remplir le tableau où tu notes les sommes perçues, etc., etc. Ce qu'on oublie, ce sont les liens d'intérêt. Et les liens d'intérêt sont beaucoup plus difficiles à trouver.
Tout simplement parce qu'on peut avoir un membre de sa famille qui est dans l'industrie pharmaceutique ou inversement dans le milieu médical ou dans le milieu politique, et cetera. Donc c'est assez complexe de pouvoir creuser et de trouver les liens d'intérêt. Et on va revenir à Karine Lacombe. Pourquoi Karine Lacombe figure dans ce dossier-là? Remis dans le contexte, en août 2021, nous avons eu le droit à la loi du 5 août 2021, avec l'obligation vaccinale pour certains professionnels ciblés, donc tous ceux qui sont là pour protéger la population. Donc il y avait les soignants affiliés, les militaires. En juillet 2021, il y avait déjà eu un précédent avec une loi. Il faut que vous retourniez sur la sommation à faire pour avoir les références de cette loi-là. Mais Karine Lacombe, elle ne s'est pas contentée d'aller sur les plateaux télé. Elle a créé son entreprise. Son entreprise qui s'appelle Mytis, où il y a un seul effectif déclaré. Je rappelle que Karine Lacombe travaille pour les hôpitaux de Paris. Donc, elle est dans ce qui est du domaine public et non pas privé. Alors, comment se fait-il que Karine Lacombe monte une entreprise privée avec comme intitulé de la société, je te laisse lire, c'est la page suivante si tu veux bien, parce que tu lis bien. Ta voix porte bien. Merci. Je t'en prie. Alors, la présentation de la société Mytis, M-I-T-I-Y-S. Donc, voilà, on consulte l'INPI, hein, l'Institut national de la propriété intellectuelle. En effet, on découvre que Karine Lacombe a créé Mytis. Donc, forme juridique, société par action simplifiée, la fameuse SAS. Activité principale, fourniture de prestations d'expertise, de recherche médicale dans le domaine des biotechnologies. Je m'arrête là, déjà. Ça me fait penser, esprit complotiste que je suis, au mari de madame von der Leyen, qui, a une société aussi, BioNTech, biotechnologie, sachant que madame von der Leyen est, a les fameux grosses polémiques, puisqu'elle commande pour des milliards d'euros de vaccins, enfin d'injections à monsieur Pfizer, vétérinaire de formation, devenu PDG de Pfizer, et donc Pfizer BioNTech, et on s'aperçoit que le mari von der Leyen est dans la biotechnologie. Donc déjà, conflit d'intérêts énorme. Donc ça me fait penser à ça. Je continue. Proposition d'activités de formation, conférences, enseignement dans le domaine médical. Au pluriel, toute opération industrielle et commerciale se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tout fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tout établissement, fonds de commerce, usine, atelier, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tout procédé, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités et la participation directe ou indirecte de la société dans toute opération financière, immobilière ou mobilière ou entreprise commerciale ou industrielle pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Toute opération quelconque contribuant à la réalisation de cet objet. Donc en fait, on part du domaine soi-disant dit médical, mais il y a aussi biotechnologie, et on va jusqu'au côté propriété intellectuelle brevet, on va jusqu'au côté opération financière immobilière et mobilière. Donc là, ça sort totalement du cadre. Donc en fait, c'est une mérule ou une tentacule ou une pieuvre démentielle. Et je rappelle que Karine Lacombe travaille pour le public. Donc j'aimerais, parce que peut-être que les règles ont changé entre le moment où j'étais active dans l'industrie pharmaceutique et aujourd'hui, mais de mémoire, quand on est professionnel des établissements publics en santé, on ne peut pas monter une entreprise privée. J'aimerais qu'on m'explique.
Alors Métis, il existe aussi un Métis du côté de Nantes. C'est le nom du site de la pépinière d'entreprise, très axée sur, la biotechnologie. Mais là, nous sommes, Petite question pour m'ôter d'un doute. Est-ce que Métis, il y a une référence à la mythologie ou à quelque chose? Parce qu'on s'aperçoit souvent qu'ils utilisent des termes qui font référence à la mythologie grecque ou à des choses comme ça. Donc est-ce qu'il y a une forme de symbolisme à travers le nom qu'il faut, prendre en compte? va à la page suivante. Tu souris parce que je 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 vous jure, on ne répète rien avant, on ah est non, dans on laisse ah non, porter ouais, mais je suis allé à selon bonne é j'ai fait école de complotisme en accéléré, voilà. Du coup, heu, vas-y, alors t'en prie, lis juste ce qui est, en rouge? Ah bah donc oui. Alors un conseil, surfez sur le site de l'INPI pour vous découvrirez d'autres pépites. En plus, je les ai pas lus depuis, 18 mois les dossiers, donc il y a des choses dont je ne me suis pas rappelé et là je redécouvre. Hem, alors Laurent Alexandre, on rappelle que Laurent Alexandre conseille Jordan Bardella, dans l'intelligence artificielle et c'est important parce qu'à l'heure où l'on enregistre, on a quelques pépites aussi, hein. C'est-à-dire que, heu, sa conseillère en communication à Bardella, c'est la femme d'Olivier Rafovitz, qui est accessoirement le porte-parole de l'armée israélienne sur les plateaux télé et sa femme, madame Rafovitz est, productrice de télévision. Elle a une société, Media Group, je crois et elle produit notamment Complément d'enquête et l'émission «C'est à vous», pour ne citer que cela et aussi elle est conseillère de Bardella. Donc c'est quand même un bon mélange des alors genres, voilà et oh donc je attends, vais lire vas-y, je t'en prie, puis je reviendrai, je donnerai des ouais, informations, annexes parfait. concernant, Laurent Alexandre. Alors, scan et tourne, accent sur les domaines viticoles, immobiliers. Notez également pour certains le nombre impressionnant d'items disparates. Y a-t-il un lien avec la holding SLFR, Métis et Antapol, ou bien la société Métis ou MIT Eyes serait-elle non pas l'œil de Moscou, mais d'une certaine Amérique? Voilà, c'est une réponse à ta question. Effectivement. Alors, concernant Laurent Alexandre qui était urologue, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on surfe sur, le site de l'INPI, avec Laurent Alexandre, on se rend compte qu'à l'époque où j'ai fait les dossiers, il avait déjà 141 enregistrements, 145 enregistrements à l'INPI. C'est-à-dire que Laurent Alexandre est capable de déposer, par exemple, des, des phrases. Une qui me vient en mémoire, c'était la sortie de Jacques Chirac sur l'histoire de la souris en lien avec la souris de l'ordinateur. Voilà. Eh bien, il est capable de déposer, de faire un dépôt de cette sortie-là de Jacques Chirac. Tu es en train de me dire qu'en fait, il dépose des phrases comme des citations, de personnalités Ah célèbres non, et il se fait du fric sur des phrases célèbres? mais pas que sur des phrases, mais là, on est 5 ans Alors c'est après. comme si alors je donne un exemple tout bête, par contre celui qui va déposer ça, si je m'en aperçois, je porte plainte, mais quand, je dis par exemple, que je n'appartiens, à aucun réseau, pas franc-maçonnerie et cetera et que je dis, «Table 700, mon cul sur la commode», si je dis cette phrase-là et que je la dépose à l'INPI, voilà et que je la répète à chaque émission, je peux m'auto-engranger par exemple 100 € à chaque fois. Ça, j'irai pas jusque-là, Non, mais mais c'est une fiction, hein, je parle, hein, mais en ce qui concerne Laurent Alexandre, en fait, quand dès même. qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, il capte, il enregistre à l'INPI. C'est assez impressionnant. Euh, voilà, c'était Il a que ça à foutre, hein, parce que c'est anecdotique. Et là, on va avoir, excusez-moi si je rigole, hein. bah, non, bah, on va pas La t'excuser, c'est normal, psychologie, c'est ça. ah oui, ça Pasteur l'imposteur. Alors, tu m'avais posé la question Ça sur c'est les ça gens. c'est quand même la clé de voûte, j'allais dire la petite goutte d'essence qui fait déborder le vase et que ça fait flamber. C'est le logo de la France insoumise qui est le même que celui de l'Institut Pasteur et qui est en fait un pénis. Oui, je vais expliquer, mais bon, Vas-y, je te laisse, je te laisse. je reviendrai pas sur la petite goutte, mais bon. Le lien entre
l'Institut Pasteur, Pardon. justement, le lien entre l'Institut Pasteur, la loge de l'idéal maçonnique et la France insoumise, on l'a visuel. La cryptologie, c'est ça, c'est d'aller chercher au-delà des apparences. Et effectivement, il se trouve que ces 3 éléments reprennent, et c'est les 2 pages suivantes, enfin 2 pages après, il me semble. Non, c'est... Est-ce que je l'ai? Oh, en réalité, ça Je l'ai, reprend... je l'ai. C'est Tu l'as? l'Académie. Non, justement, elle est où? Je vous explique. En gros, d'un point de vue anatomique, le symbole de la France insoumise, le symbole de l'Institut Pasteur et le symbole de la loge maçonnique reprend l'anatomie urogénitale masculine. C'est joliment dit, ça. C'est très poétique. Et moi qui étais ancienne déléguée réseau spécialiste urologie, donc j'ai eu l'occasion d'assister à des opérations en bloc. Justement de cette zone-là. Donc, c'était un petit souvenir en lien avec ça. Mais c'est dommage parce que je ne sais plus dans quel dossier on a cette fameuse, ce fameux lien avec l'anatomie. Ce n'est pas grave. On va continuer Et quand même. l'anatomie d'une chute. Exactement. Donc, effectivement, c'est là où on se rend compte qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles. Et on ne va pas se blâmer les uns les autres parce que nous sommes dans leur terrain de jeu. C'est Donc, la, c'est la fameuse phrase, tu sais, des inconnus dans le sketch sur le, sur Jacques Beauregard. Je sais pas si tu te rappelles, où c'est en fait les on est mort. inconnus, ils jouent des mecs dans une agence de pub et ils reprennent la pub de Bridilou, là, le fromage, mais pour le Jacques Beauregard qui a les yeux, il a des virus dans l'œil, comme on dit, et dit il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. Ben, c'est exactement ça. On est toujours le con de quelqu'un, Nicolas. C'est pour ça, Ouais. j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Des erreurs, je suis comme tout le Et monde, moi j'en donc? commets encore. Donc il faut accepter d'être en perpétuel réapprentissage. Mais voilà, donc le point commun, et c'est important quand même, le point commun entre la France insoumise et qu'on ne vienne pas me dire le contraire, c'est visuel. De la même façon, alors là, je fais autrement. L'ancien nom de LFI, c'était la NUP, ou NUPES, enfin bon, bref. Techniquement, le NUPES, c'est en lien avec des groupes alpha-bêta d'étudiants afro-américains. Déjà d'une. Mais ça reprend aussi le nom de famille de familles puissantes africaines. Donc, c'est pour ça que rien n'est laissé au hasard. Quand dans les pages précédentes, je montrais que la reine, ça voulait dire la mère en verlan, on se rend bien compte que les acronymes ne sont pas là par erreur. Il y a tout un travail symbolique derrière. Et qui dit travail symbolique dit travail magie, noir, blanche, rouge, peu importe la couleur, mais là, dans l'occurrence, c'est plutôt obscur, de ces individus-là qui nous mènent là où ils veulent qu'on aille, si toutefois on n'est pas informé. Voilà. Alors après, effectivement, on aborde d'autres sujets qui sont... c'est pas que je veux pas revenir dessus. Non, mais après on peut passer parce que voilà, les gens vont regarder aussi, on va pas faire page par page. Isis, bah, voilà, Ah oui, 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 oui. Alors, ah si, par contre, le Dominion, ce sera bien de le faire. oui, bien sûr. Alors là, on passe à Faust ou les Noces de Figaro lorsque la France devient un dominion via l'OMS. Donc ça, c'est important parce que c'est dans le préambule de vos dossiers, déjà, avec la France cédée à l'OMS. Surtout que depuis, on a le traité de pandémie. Voilà, on a pas mal de choses depuis 6 ans qui sont mis en place.
Mmh. Donc, dans ce chapitre vont être abordés des sujets qui fâchent. D'une part, la grande majorité des personnes qui vont découvrir le poteau rose et d'autre part, ceux qui ne voulaient pas que cela se sache. Donc première partie, enfin 2 périodes. La première période, plus lointaine dans le temps puisqu'il est question de la deuxième République, qui aurait pu être la plus démocratique des républiques si elle n'avait pas été empêchée en interne. Mieux encore, si la Déclaration universelle ne se basait pas sur celle de 1789, mais celle des États-Unis 1776. Et la deuxième période, c'est clairement d'actualité puisque c'est la cessation de la France à l'OMS, transformant ainsi notre pays en dominion conformément à l'impérialisme britannique. Voilà. Mmh. Donc là, je mets la DDHC de 89 à gauche. À droite, on est dans, il y a un côté très ésotérique. Bah, La c'est pierre. une des gravures, enfin, c'est franc-maçonnique. Alors, au fur et à mesure des dossiers, on va reprendre des éléments de la franc-maçonnerie, leurs éléments à eux, et comme j'aime à le redire, j'ai bénéficié d'une cabale franc-maçonne, mais je n'ai jamais été initiée à quoi que ce soit, si ce n'est à leur méthode. Voilà. Donc, cette gravure à droite, ce qu'il faut comprendre, entre autres, au-delà de ce que l'on peut lire, c'est que c'est une coupe anatomique d'un corps humain. Voilà, entre autres. Et que, en fonction du sens de lecture, tu as Boaz et Jacquin, donc les 2 piliers maçonniques majeurs, donc avec les symboles triangle inversé en fonction de la polarisation. Donc on lit bien Boaz, Jacquin de droite à gauche. Oui, Donc dans notre mode d'écriture, nous écrivons de gauche à droite. Donc, le référentiel au niveau de l'écriture, de l'alphabet, n'est pas le nôtre. Il s'apparente à toutes les références qui écrivent de droite à gauche. d'accord. La Déclaration universelle, la Déclaration des droits de l'homme, a été écrite à l'époque par des Français qui écrivaient de droite à gauche. Je croyais que tu allais dire par des francs-maçons, ce qui est vrai aussi d'ailleurs. Pourtant, le référentiel va de gauche à droite. Donc, on va d'ouest en est et le référentiel maçonnique va de l'Orient vers l'Occident. Donc, on n'est déjà plus dans cette déclaration des droits de l'homme dans quelque chose de vertueux. Rien que ça. Donc, je vous invite à lire ce chapitre-là, puisqu'on voit déjà que on est avec la franc-maçonnerie qui n'est plus opérative depuis 2017. Donc, elle a été active, la nouvelle franc-maçonnerie de 1717 à 2016, remplacée en 2017. Mais cette franc-maçonnerie-là, donc, que je présente comme étant maritime, est le strict opposé de ce qui était bâtisseur. Avant de continuer, est-ce que tu peux, je vais essayer, pour essayer d'inscrire une image. C'est improvisé, hein. Est-ce que tu peux me sortir via l'internet une image du château de Chenonceau, Oui, s'il te plaît? château de Chenonceau. Et c'est totale improvisation, mais je vais essayer d'être centrée, concentrée, et d'arriver à vous et à te et à me faire passer le message. Voilà. Est-ce que tu peux agrandir? Je vais essayer. Mais bon, je pense qu'on voit bien. Nous avons donc ce château de Chenonceau. Alors, peut-être d'autres images aussi. Non, non, je veux la vue. Voilà, celle-là, c'est bien. Pourquoi?
Alors, quand on parle du savoir des bâtisseurs, je vais essayer d'illustrer, d'argumenter à partir de cette photo. Quand on parle du savoir des bâtisseurs ou des maçons libres, dans notre esprit, on pense truelle. Et d'ailleurs, dans le langage courant, on va parler truelle qui est propre au bâtiment, au solide, au concret. Ce que moi j'appelle le glaçon dans le cycle de l'eau. Donc, tu as le bâtiment, château de Chenonceau, avec le toit le ciel en haut, les combles, le toit, et puis tu as les arches. D'accord? Tu as un étang. Et tu as le reflet du château. Est-ce que jusque-là, tu vois bien la même chose que moi? Le reflet du château est inversé. Oui, ça fait un effet miroir, quoi. Voilà, la nouvelle franc-maçonnerie qui avait renversé la franc-maçonnerie dite bâtisseur, ou le savoir des bâtisseurs, donc ce qui est le château en soi, avec le ciel en haut, etc. Donc ce qui est en haut. Le reflet du château, c'est ce qui équivaut à la nouvelle franc-maçonnerie, dite maritime, de 1717 à 2016, remplacée en 2017. Donc, ton château est en 3 dimensions, on est bien d'accord. Et le ciel est en haut. Ton reflet, c'est juste le reflet. Et ce qui est en haut est en bas. Oui. D'accord? C'est ce qu'on entend. Ce qui est en bas. Donc, en fait, on a vraiment une inversion du château. Sauf que l'image du château, elle n'est qu'en surface. En dessous de cette image, il y a tout un monde abyssal. Il y a tout un monde Tu veux dire en dessous du château, sous l'eau, il y a d'autres mondes? Sous le reflet du château, il y a un autre monde qui Bien n'est sûr. pas le nôtre. L'époque que l'on a traversée et qu'on continue à traverser, le problème que pose la nouvelle franc-maçonnerie qui a renversé le savoir des bâtisseurs, c'est qu'on nous fait regarder le reflet du château, en nous laissant croire que c'est ça la réalité. D'accord, je comprends mieux. En Ça fait, veut on ne dire voit que c'est la phrase de Sarkozy: «Ce qui compte n'est pas la réalité, mais la perception de la réalité». Là, ce qui compte, en fait, exactement. c'est pas la réalité, c'est le miroir de la réalité. Donc, si tu veux, on nous a fait croire, imagine que le château de Chenonceau, bah, le symbole, c'est la royauté, donc c'est les armoiries, ça va être bleu marial ou bleu roi avec des lys, donc bleu et jaune d'or. Ce qui représente la nouvelle franc-maçonnerie qui n'existe plus officieusement, c'est le reflet. Les couleurs portées par ce château de Chenonceau qui n'est que de surface et le reflet est donc inversé, est bleu, blanc, rouge. Alors, on a tous les drapeaux des pays qui sont sous ce même code couleur, qui fonctionnent sous le même régime maritime, initié par la City, la Royal Navy, etc. Donc, on a la Russie, on a les États-Unis qui reprend le drapeau breton avec les rayures, et puis nous, on a l'hermine, eux, ils ont les étoiles. Tous les drapeaux avec ce bleu, ce blanc, ce rouge, que ce soit rayures horizontales, bandes verticales, etc., sont axés sur le reflet du château de Chenonceau. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Ou je reprends? Donc, ce qui s'est passé après les attentats de Nice, malheureusement, c'est dramatique, et donc à partir de 2017, de façon avec cohésion au-delà de la France, c'est que nous avons désormais le drapeau bleu et blanc, ce qui est sous le reflet du lac, sous le reflet du château, qui a pris le pouvoir. Ouais, je comprends mieux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est gouverné par des gens qui sont sous le château et que la partie du château n'est plus visible. Eh bien, si C'est une tu mets inversion des valeurs. l'inversion des valeurs, c'est le reflet du château de Chenonceau. C'est Et en ce serait quoi si on était gouverné par la partie, visible du château?
à ce moment-là? Ben, on n'est pas pourvu de branchies. Non. Même si on vit dans liquide amniotique pendant 9 mois de Oui, notre mais on n'est pas des conception, poissons. on n'est pas des poissons. À part ceux qui changent de sexe, puisque la Oui, dorade change de sexe. oui. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la République, c'est la partie miroir du château et que, la royauté ou en tout cas, les racines, de ce qu'est la France, Le c'est la partie bâti, le bâti. le bâti. Et comment faire alors? Faut détruire le château pour, enlever la malédiction ou? Alors déjà, bah, une fois qu'on a compris le système du château, du reflet et de ce qu'il y a en dessous du reflet, on est plus à même, après chacun est libre de choisir s'il préfère aller jouer au grand bleu et puis s'il la laisse Non, mais comme le ça. problème, c'est que Virginie, il a fallu que pour avoir ce miroir, il a fallu qu'il y ait un bâti. Donc le bâti, a été fait, mais ça dépend où on le place ce bâti. Parce que si ce bâti n'avait pas été placé à côté de l'eau, on n'aurait pas eu le miroir. Si ça avait été Oui. bâti en pleine forêt, donc c'est peut-être aussi une sorte de géographie à modifier. Alors, ça peut, mais pour l'instant, c'est juste pour expliquer ce qu'est le savoir des bâtisseurs, le savoir des liquidateurs inversés et puis ce qu'il y a en dessous. Alors maintenant, on n'en est pas encore là, même si on est en 2026. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le château, là, il est en 3D. Le reflet du château est en 2D. Si tu additionnes le château et son reflet, ça te donne 5D, 5 dimensions. Donc, si vous placez ça au niveau de votre quotidien, ça vous donne l'explication pour ceux qui voudraient comprendre ce que c'est que la 5D, pour ceux qui écoutent des confrères et des consoeurs qui sont toujours exclusivement dans cet univers qui est encore le mien, même si je n'exerce plus. Là, c'est une façon visuelle de vous expliquer le monde de la 5D. C'est-à-dire que c'est un peu comme Peter Pan avec son ombre que Wendy va rattacher au pied. Donc, pour intégrer le monde dans lequel on est, il faut avoir conscience déjà de lever le nez du lac pour voir ce qui est la projection et de prendre l'intégralité, parce que c'est beau, Chenonceau avec son reflet sur le lac. Pourquoi changer? Mais il faut tout prendre. Il faut tout raccrocher. Alors là, c'était juste une parenthèse improvisée. J'espère ne pas vous Non, mais avoir c'est important parce que comme ça donne une image différente, quoi. Donc là, on va revenir sur, comment dire? Le dossier. Alors on ne l'aura pas fini aujourd'hui, mais au moins on aura un peu avancé. Hem, donc sur Alors, la on, DDHC et puis Boaz et je sais plus comment ça Boaz s'appelle. et Jacquin, oui, alors Boaz et Jacquin, voilà. ce sont les piliers fondateurs. Alors, contrairement à ce que tu peux croire, on va pouvoir terminer le dossier là. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on va juste faire défiler les pages, bon, des images, des photos de personnages qui finissent par être connus de beaucoup. Mmh. On va s'arrêter là. Et pour le reste, je vais vous laisser découvrir les dossiers. On va s'arrêter là. Pourquoi? Et c'est important. La représentation qui est tout à gauche, c'est la mère des quintuplés Isis, sa jumelle Nephthys, Osiris, Seth et Horus. En sachant que Horus, on peut soit l'attribuer en termes de filiation à Isis et Osiris, mais on peut aussi l'attribuer à la grand-mère, donc qui s'appelle Nout. La silhouette bleue avec des étoiles, c'est Nout. Donc la mère de Isis, Osiris, etc. Le père qui se trouve en dessous, là, avec la tête un peu tordue, c'est Geb. Et bien sûr, il y a le drapeau européen. Donc, le drapeau européen, bleu étoilé, reprend le référentiel
du panthéon égyptien. Donc, la voûte céleste, c'est la mère d'Isis, Osiris, et cetera. Le ciel, nous on parle du ciel et de la terre, et dans l'histoire égyptienne antique, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le ciel c'est la voûte céleste, la femme, et la terre c'est l'homme. Et ça reprend effectivement, le drapeau européen et n'est pas inspiré outre mesure que du référentiel égyptien. Je me répète, hein. Et ça change beaucoup de choses. Parce que ça nous ramène encore une fois à l'époque de l'Antiquité, avec l'Empire romain occidental oriental, qui inclut aussi l'Égypte. Donc c'est Alexandre le Grand, c'est Cléopâtre, etc. Mais c'est antérieur même à Abraham. Et c'est là en ça que je dis qu'ils essayent de remonter le temps pour anéantir tout ce qui est monothéiste abrahamique, pour réintroduire l'impérialisme romain antique qui prenait tout le tour du continent, en sachant que la zone entre le Nil et l'Euphrate, à l'époque, donc on est sur l'époque sumérienne, mésopotamienne. Ça correspond à l'actualité du moment, à savoir, et depuis de nombreuses décennies, l'Iran, l'Irak, etc. Voilà. Et après, on a d'autres pages qui expliquent et qui décryptent On est les plus dans le côté messianique là après, c'est le côté, voilà, des cartes du tarot. D'avance, mes consoeurs et mes confrères qui sont professionnels du tarot, ne me prenez pas ombrage. J'ai polarisé le symbolisme et la représentation selon leur vision. Alors ça, c'est Dominion. C'est très polarisé comme image. C'est une série télé. Je rappelle, Dominion, c'est l'un des statuts des colonies de l'Empire maritime britannique. Et pourquoi la France est tant convoitée par l'adversaire, par la mérule? Parce qu'autant que je sache, encore en 2026, nous sommes toujours la première puissance maritime au monde. Alors Faust, il y a 2 tomes de Faust. Il y a le premier tome où tu as le médecin arrogant qui a les dents qui frottent par terre, qui signe un pacte de sang avec Méphistophélès, avec Marguerite, la jeune femme qui tombe éperdument amoureuse de Faust, qui est un fiefé connard. Marguerite tombe enceinte, elle perd son fils, elle devient folle, elle va mourir et elle va aller aux enfers. Le deuxième tome de Faust, c'est l'heure de la rédemption, c'est-à-dire que Faust va donner sa vie pour récupérer l'âme de Marguerite, qui se sera suicidée dans le premier tome. C'est pas que j'ai pas envie de parler de nos dossiers, Nicolas. Non, t'en fais pas, non, Mais mais il il y y a a un moment où il y juste a aux le auditeurs encore une fois, comme on le dit à chaque épisode, aux auditeurs de s'approprier aussi. En plus, tout est gratuit et libre d'accès. Là, on peut pas mieux faire. Je vais pas m'enquiquiner à faire 50 heures de lecture audio. J'ai déjà fait le préambule qui m'a fait 45 minutes. Les auditeurs vont faire le boulot, il y a pas de souci, pour ceux qui le souhaitent. Ils ont le pouvoir aussi de changer les choses. Donc l'institution de l'état d'urgence, c'est un boulot que vous avez fait pendant 18 mois, 17 heures par jour, bénévolement, avec, en plus les résultats qu'on connaît et sans avoir eu de reconnaissance, financière ou autre, même si je sais que vous ne recherchiez pas la gloire, mais voilà, donc alors vous avez fait votre part du contrat, maintenant, à nous de la faire aussi.
Alors, quand tu parles de reconnaissance financière, les lanceurs d'alerte ne peuvent pas tirer Je sais, bénéfice. c'est pour ça que je le En disais. revanche, on ne sait pas, et je reconnais que ni Jean-Pierre ni moi ne nous sommes intéressés au sujet parce qu'on est pris par d'autres choses. On ne sait pas si les lanceurs d'alerte ont légalement le droit de percevoir des dons. Donc, je ne sais pas. Dans le Il faut guide du défenseur des droits de 2023, je ne l'ai pas vu indiqué. Non, Après, et ça nous avait été suggéré, ça nous est proposé. Jusqu'à présent, on refuse parce qu'on ne sait pas si on est dans les clous par rapport au statut légal. après, est-ce que si vous avez un compte PayPal ou si vous filez votre RIB, parce qu'il faut bien que vous mangiez, il faut bien que vous viviez. Bah, oui, on mange pas. Non, mais tu rigoles, mais le problème, c'est que Alors, c'est jusqu'à tellement démentiel ce que vous avez produit comme boulot. Vous mériteriez plus d'avoir les indemnités de Brown Pivet ou de Gérard Larcher que d'être au minimum syndical. ah Je veux dire, non! Non, 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 nous, notre objectif initialement, puisque j'ai réouvert mon auto-entreprise et j'ai fait 0 consultation, depuis le temps, ce serait de reprendre notre bâton de pèlerin de thérapeute, de bah, retravailler tout s'il y a simplement. des auditeurs qui nous écoutent et qui entendent ton message et qui souhaitent t'envoyer un mail pour te dire: «Voilà, je recherche, thérapeute, j'ai ceci, j'ai cela», c'est pas exclu, ça peut être une forme de Alors, d'ouverture. je te remercie pour ça. Figure-toi que je n'ai pas exercé en hypnose depuis 2020-2021. Honnêtement, je dois, raccrocher les wagons. Ouais, mais après voilà, Heu, comme le vélo, c'est donc disons c'est que là, je c'est pense qu'on est déjà au stade où, on va se remettre en selle au fur et à mesure. j'ai refusé alors quand je dis je n'ai pas fait de consultation, on m'avait demandé, on m'a recontacté puisque il fut un temps où je donnais des conférences et cetera. Donc des personnes qui m'avaient déjà consultée m'ont recontactée entre 2021 et aujourd'hui. Je préfère en hypnose orienter vers mes confrères et mes consoeurs, en qui j'ai pleinement confiance. Simplement parce que c'est une approche, rigoureuse, et qu'on ne joue pas avec l'hypnose. C'est important. Bien Alors sûr. ça, tu avais le fameux jeu de loi. J'ai vu l'image défiler. Le jeu de loi, on va terminer là-dessus. C'est pas beau tout ça? L'éternel féminin. Alors, le jeu de loi, contrairement au jeu d'échecs ou au jeu de dames, c'est un jeu initiatique qui existe. J'ai beaucoup joué aux jeux de loi quand j'étais gamin, alors, ça me parle. C'est un jeu extrêmement important comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est véritablement, ce que la représentation du monde. C'est-à-dire que, quand on parle du jeu de loi, on parle de la loi universelle. Il y a toutes les 7 cases, d'où le 7. On a une case bonus où il y a loi dessus. Donc, c'est une étape initiatique. C'est un passage de 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, etc. etc. Euh, et, et le jeu de loi, il est effectivement en forme de cagouille, d'escargot, mais on va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, l'objectif de ce jeu initiatique, c'est de s'introspecter. Et plus on se rapproche de son intériorité, plus on grandit. Je vais finir avec le fameux 1717 et la création, l'officialisation de la nouvelle franc-maçonnerie. Elle a eu lieu dans une auberge à Londres, à la City. L'auberge s'appelle L'Oie et le Grill. Donc, ça veut dire que en renversant le jeu de loi, ils ont remplacé le naturel, la loi naturelle, le monde d'avant, par un jeu de stratégie martiale, le fameux damier, ou la bataille navale. Et voilà, c'est juste le mot de la fin. Et l'éternel Très féminin important. des élèves, oui. Bon, bah, très bien, déjà, on a fini ce dossier mensonges et trahison de 244 pages, donc chacun va pouvoir s'approprier les éléments de ce dossier. Merci Virginie pour, ces explications et donc dans le prochain épisode, eh bien, on ouvrira un autre dossier pour de nouvelles aventures.
Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter Virginie, à diffuser cette émission, les dossiers et on vous dit bonne soirée. Bonne soirée.